L'impérialisme et le nationalisme au Canada au tournant du 20e siècle. Le 22 juin 1897, le Dominion du Canada célèbre en grande pompe les 60 ans de règne de Victoria, souveraine du Royaume-Uni et d'un immense empire sur lequel on dit d'ailleurs que le soleil ne se couche jamais. Au tournant du 20e siècle, l'Empire britannique est à son apogée. Le Royaume-Uni contrôle des territoires et des colonies sur tous les continents et domine le commerce maritime mondial. Cependant, sa suprématie est désormais contestée par de nouvelles puissances économiques, comme les États-Unis, ou encore militaires, comme l'Allemagne. Se sentant menacé, le Royaume-Uni tente de resserrer ses liens politiques, économiques et militaires avec les membres les plus influents de son empire, c'est-à-dire l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, Terre-Neuve et, bien entendu, le Dominion du Canada. Au début de l'été 1897, Londres décide donc de les réunir lors d'une grande conférence coloniale. Son intention? Proposer, d'une part, la création d'un parlement impérial et, d'autre part, la formation d'une union économique de tous les membres de l'Empire qui mettrait dès lors fin à 50 ans de libre-échange. La métropole sollicite également l'appui militaire de ses colonies en cas de conflit armé en Europe. Lors de cette conférence, le Dominion du Canada est représenté par son tout nouveau premier ministre, Wilfrid Laurier, chef du Parti libéral et premier Canadien-Français à accéder à ce poste. Partisan du libéralisme et du libre-échange avec les États-Unis, Laurier rejette les demandes de Londres. Il souhaite en effet que le Canada devienne une nation à part entière, dotée du plein contrôle de ses affaires extérieures, autrement dit, de ses relations internationales et de sa défense. Sur la scène politique canadienne, Laurier fait la promotion d'une nouvelle identité nationale basée sur la cohabitation de deux cultures, l'une française et l'autre britannique. En adoptant cette position, Laurier souhaite atténuer les tensions entre les partisans des deux idéologies politiques qui, à cette époque, divisent le pays, le nationalisme canadien-français et l'impérialisme canadien-anglais. L'impérialisme est l'idéologie politique dominante dans les provinces anglophones, notamment parce qu'une grande partie de leur population est d'origine britannique et donc très attachée à la couronne et à l'Empire. L'un des plus fervents défenseurs de l'impérialisme au Canada est le conservateur Robert Laird Borden, qui deviendra chef de son parti en 1901. Borden et les impérialistes canadiens anglais font la promotion d'un Canada unilingue anglophone et protestant. Farouchement opposés au libre-échange, ils sont pour le retour d'un protectionnisme économique tourné vers l'Empire britannique. Ils sont également favorables à une participation du Canada aux conflits armés dans lesquels s'engage leur mère patrie, le Royaume-Uni. Au Québec, par contre, l'idéologie politique dominante est le nationalisme canadien-français. Mené par Henri Bourassa, un député du Parti libéral du Canada, les nationalistes canadiens-français sont anti-impérialistes. Ils revendiquent non seulement l'autonomie politique du Canada par rapport au Royaume-Uni, mais aussi une plus grande autonomie du Québec dans la Fédération canadienne. Ils se portent également à la défense des droits linguistiques et religieux des Canadiens français vivant dans les autres provinces. Coincé entre l'impérialisme canadien-anglais et le nationalisme canadien-français, la position de Laurier est rapidement mise à l'épreuve, en particulier en 1899, lorsque le Royaume-Uni s'engage dans un conflit colonial en Afrique du Sud, la guerre des Boers. Laurier cède alors aux pressions des impérialistes canadiens anglais en autorisant l'envoi de troupes canadiennes pour soutenir l'effort militaire de la métropole, confirmant par le fait même l'engagement du Dominion à appuyer militairement l'Empire britannique dans de futurs conflits armés. Quelques années plus tard, toujours sous la pression des impérialistes canadiens anglais, Laurier renonce à intervenir pour protéger les droits linguistiques des minorités franco-catholiques dans les provinces anglophones.
Malgré les vives protestations d'Henri Bourassa et des nationalistes canadiens français, des mesures anti-françaises sont adoptées dans plusieurs provinces. Les choix politiques de Laurier rendent Henri Bourassa furieux. Il claque alors la porte du Parti libéral, puis quitte la Chambre des communes. En 1910, il fonde le journal Le Devoir, où il continue à défendre ses idéaux. On le considère aujourd'hui comme l'un des intellectuels québécois les plus influents de la première moitié du 20e siècle. Wilfrid Laurier perd quant à lui les élections de 1911. Il cède alors le pouvoir au Parti conservateur mené par Borden qui, fidèle à ses positions impérialistes, offrira 3 ans plus tard un appui militaire sans précédent au Royaume-Uni, envoyant plus de 400 000 Canadiens en Europe lors de la Première Guerre mondiale. Cet effort de guerre va permettre au Canada d'obtenir, à la fin du conflit, une reconnaissance internationale et une plus grande autonomie politique. Laurier et Borden ont contribué, au début du 20e siècle, à redéfinir le statut du Canada dans l'Empire britannique. Ce sont des personnages marquants de l'histoire canadienne, comme en témoignent d'ailleurs les billets de banque qui ont été créés à leurs effigies.